Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christine Maz, bâtonnière du barreau de Bordeaux. Alors avec Christine, on aborde son parcours, son métier, celui d'avocate, que l'on connaît finalement peu, les audiences qui l'ont marquée, et on répond à beaucoup de questions parce que j'étais hyper curieux. Qu'est-ce qu'un grand avocat ? Qu'est-ce que le rôle de bâtonnière ? Qu'est-ce que la justice aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment défendre tout le monde ? Pourquoi le barreau ? Bref, un nouvel épisode passionnant sur un sujet jamais encore abordé sur le Pompon et ça, j'en suis ravi. Elle m'a reçu dans les locaux de l'Ordre pour une discussion en toute décontraction. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Attends, mais je te dis d'abord bonjour quand même. Allez, on y T'es va. parti au taquet. Bonjour Christine. Eh bien, bonjour, je suis ravie de te rencontrer. Eh ben, merci de me recevoir à la maison de l'avocat pour le coup. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, Christine Maz, je suis avocat et j'ai cette grande chance d'être bâtonnière du barreau de Bordeaux depuis mon entrée en fonction au 1er janvier 2022. Donc, j'ai 54 ans, je suis avocat depuis plus de 30 ans et j'ai exercé d'abord avec un patron, Ouais. on appelait ça comme ça. J'avais 25 ans quand je suis rentrée dans la profession. Ouais. Et puis après, on m'a associée, je suis rentrée dans une société. Et puis lorsque mon patron est parti à la retraite, quand je dis patron, il est resté aussi ami, vraiment un ami, on va dire, un ami Mhm. professionnel. Hein. J'ai vraiment réussi ce couple professionnel. Il est parti à la retraite en 2015 et j'ai créé ma petite société, c'est l'Arles. Et je suis aujourd'hui associée avec 2 femmes, avocats, dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai laissée quand même pour pouvoir assumer totalement mes fonctions de bâtonnière. Parfait, et on reviendra sur tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais être médecin, D'accord. je voulais être toubib. Ouais. Et puis tu vois, je pense que j'ai fait vraiment un vrai parallèle avec ce métier parce que c'est vraiment la médecine de l'âme. Mhm. Et je crois que ça me correspond vraiment et je suis ravie de l'avoir rencontré. Mhm. Et alors, comment t'es arrivé dans ce métier-là ? Alors, c'est par les études, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a mené ? Voilà, qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce qu'au collège, au lycée, déjà, tu t'es dit, je veux faire ce métier-là ? Pas du tout. Ouais. Alors déjà, au collège, au lycée, j'étais quelqu'un qui m'amusait beaucoup, qui était assez insouciante. Je vivais en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Je suis née à Brive. Yes. Des parents commerçants, avec des parents très proches de moi, mais qui me laissaient vivre totalement cette espèce de spontanéité que j'ai gardée d'ailleurs. Et puis, j'ai passé mes années collège et lycée en faisant un cursus très classique. J'étais très tournée vers les autres. Ok. J'étais très intéressée par un slogan Faites l'amour, pas la guerre. Ce qui fait mes parents me regardaient avec des yeux ronds en me disant celle-ci, elle promet. Et puis, j'ai fait un bac à l'époque qui s'appelait le bac B. Et puis, j'ai été fascinée par un prof qui était un prof en sciences économiques et qui nous amenait à découvrir le monde. Et j'avais été j'avais fait un concours, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports, et j'avais fait un concours et j'avais gagné un voyage en Russie. Ok. Sympa. Où je devais partir. Alors je te dis je devais partir parce que
devais partir faire un reportage. On avait une petite caméra et on devait partir de Paris jusqu'en Russie en train. Mmh. Et j'ai annoncé ça à mes parents 2 jours avant le départ et ils m'ont dit tu ne pars pas. Et j'ai été. Je crois que là, ça a été le déclic pour me dire mais jamais plus on me fera des choses pareilles. Et je défendrai mes projets mordicus. Et il y a quelque chose qui s'est passé là. À ce moment-là, quel âge? J'avais 16 ans. Mmh. Et j'ai trouvé que ça avait été d'une injustice, j'ai vécu un vrai moment de détresse. Mmh. Et ça, j'ai senti en moi une espèce de notion d'envie d'aller bouffer la vie, d'aller un petit peu sur ces terres qui n'étaient pas les terres promises. Parce que tu sais, quand tu vis en Corrèze avec des parents très protecteurs, etc., eh bien, je me suis dit comme ça, un jour, tu feras plein de choses qui ne te sont pas forcément acquises et qui te sont peut-être défendues. Voilà un peu ce qui peut-être là, tu vois, au moment où je t'en parle, comment ça s'est passé dans ma tête. Un élément un peu déclencheur où tu t'es dit, je vais dépasser les limites, et ce côté injustice, effectivement, présent. Oui. Quoi. Cette injustice et puis de cette envie de grande liberté. Pour moi, la notion de liberté, c'est quelque chose de fondamental. Je suis une femme libre. Je suis libre d'être bâtonnière aujourd'hui. Je suis libre dans ma vie où aujourd'hui j'ai un enfant qui a 22 ans, qui est plutôt, qui fait de bonnes études et qui n'est plus complètement, tu sais, un enfant, si tu as besoin de toi tout le temps. Et là, je sens que voilà, j'ai cette liberté. Et si tu veux, je pense que vraiment cette notion de liberté-là, vraiment, je la mets au service de mes confrères. Complètement. Et donc, alors, à quel moment tu te diriges dans ce cas-là vers ce métier-là et comment tu le découvres en fait? 18 ans, j'ai mon bac, j'ai mon permis de conduire, je pars ici sur les plages de l'Atlantique, je me rappelle la Cano, le Porche, tout ça, et je me dis mais que c'est beau, c'est détendu. Je rentre chez mes parents et je dis je vais faire une étude mon université de droit, je vais la faire à Bordeaux. Ok. On me regarde en me disant mais oui si tu veux. C'était plutôt des études qu'on faisait plutôt à Limoges lorsqu'on était en Corrèze, tu vois, on partait plutôt à Limoges. Et là je viens sur Bordeaux parce que j'adore ces étendues, j'adore cette plage, j'adore cette mer. Et je vais faire du droit parce que ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre le monde, les relations internationales. Ce qui m'intéresse, c'est le monde vu par ses dirigeants. Ce qui m'intéresse, c'est comment vit-on en société? Quel est le cadre? Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut, dans notre vie, acquérir ou lutter pour les libertés? Ce qui m'intéresse, c'est tout ça, en fait. Et je le trouve en droit. Et je commence ces études, pas forcément en étant passionnée, mais en étant curieuse. Et tout d'un coup, la curiosité, dans ces premiers moments de ma vie de jeune femme, sortie du milieu familial protégé, eh bien, je commence à m'intéresser au monde. Voilà. Et c'est comme ça que je découvre le droit. Parce que le droit, c'est une colonne vertébrale, mais qui nous permet de vivre dans tous les pays du monde. Tu vois, c'est pour moi quelque chose qui me permet de me dire qu'on peut se comprendre partout. Et c'est pour ce droit-là et ces droits-là qui sont attachés à nos personnes que nous nous battons tous les jours. Donc, tu vois, le combat pour la santé, par exemple, mais le combat pour la liberté, c'est quelque chose qui est pour moi, qui fait partie de la même cuisine. Ouais. Et c'est combien d'années d'études pour être avocat? Alors, j'ai fait 4 ans de droit et j'ai fait un DEA en droit social, droit du travail. Je n'étais pas passionnée du tout par ça, mais j'étais curieuse, toujours pareil. Hein. Et tout d'un coup, je me dis, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et c'est en DEA, hein, vraiment, où je dis, allez, hop, je vais passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Je vais être reçue. Et je vais passer la plus belle année de ma vie. Et je vais rencontrer des gens passionnants qui vont être assis comme moi dans cette école d'avocat à Pau. Je le fais à Pau.
Pourquoi à Pau? Parce que je découvre Pau et que j'ai envie d'aller à Pau. Voilà, tu vois, sur Tout des simplement. choses très... Et là, après la mer, j'avais découvert la montagne. Donc ça aussi, c'était très important dans ma vie. Ouais. Et puis, je vais découvrir des avocats, et notamment mon ami Christian Saint-Palais, qui est aujourd'hui un avocat de grand talent, on va s'accompagner. Il a été, lui, c'est pas un secret, il était ancien instituteur. Et il est arrivé comme moi un peu de sa campagne, on va dire, tu vois, un petit peu parachuté là dans ce monde-là. Et puis, on y trouve notre miel, on rit beaucoup, on échange beaucoup. Et puis, on va commencer à comprendre ce que c'est que devenir avocat. Non pas parce que quand tu fais l'examen, quand tu rentres dans cette école et quand tu en sors avec ce qu'on appelle le CAPA, ton examen de sortie, bah non, tu sais rien. Mais tu sais juste que tu vas devenir avocat. Mais devenir avocat, c'est de longue haleine, ça va durer pendant longtemps. Et je pense que pour moi, ça a duré une bonne dizaine d'années. Ok. J'allais te demander, parce que donc effectivement tu prêtes serment à Pau en 92, Ouais. et donc au bout de 10 ans, tu t'es considéré comme avocat. Oui. Et d'ailleurs, on dit avocat et non pas avocate. Pourquoi? On dit avocat à l'époque qui est la mienne, on dit Ouais. plutôt avocate maintenant. D'accord. Tu vois, ça aussi, tu vois, ces grands combats aussi sur les Ouais. femmes. Moi, je me rappelle de rentrer dans la profession. On est 900. On est 900. Aujourd'hui, on est 1850 à Bordeaux. On est 900. Et puis, on est encore une profession où il n'y a pas beaucoup de femmes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a de plus en plus de femmes. Mais c'est pas non plus... mon associé qui est à mes côtés pendant toute ma vie professionnelle, Ouais. il rentre dans la profession en 1975. Ouais. Ils sont quoi 200, 250. Ok. Et ce sont exclusivement ou beaucoup d'hommes. Ouais. Beaucoup d'hommes. Ouais. Et les femmes, aujourd'hui, mon barreau est constitué à 65% de femmes Ouais. et de jeunes femmes. Ouais. Donc, tu vois, ce que j'aime, moi, c'est cette dynamique, que rien n'est figé, que tout est à découvrir, que ce que nous avons fait et ce que nous ferons n'a rien à voir avec ce que les autres feront, ce qui va se passer demain n'a pas encore eu lieu. Enfin, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est d'être dans la projection et de se dire qu'on va faire de ce barreau quelque chose qui va être donné aux autres et que les routes qu'on va prendre, il ne faut pas se tromper de route. C'est la bonne route, mais que cette route, elle sera prise par d'autres et qu'elle ira très loin. Complètement. Tu te souviens de... Alors, on se spécialise forcément quand on est avocat, parce que tu parlais de droit social. Est-ce que... Alors, peut-être que la question va amener une réponse très longue, je ne me rends pas compte, mais est-ce que tu peux expliquer, quand on est avocat, il y a différents types de droits, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous les expliquer? Alors oui, quand tu es avocat, alors moi je suis rentrée, j'étais avocat généraliste, mais on est plutôt généraliste quand on sort de... Oui. On est capable de s'employer à vraiment explorer tout le droit, toutes les formes de droit. Hein? Et puis aujourd'hui, on est d'autant plus capable que nos confrères qui sont jeunes aujourd'hui, qui ont toutes ces... le droit du sport, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, moi, à mon époque, quand j'arrive dans la profession. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelques avocats très, très bien qui usitent véritablement cette forme de droit et qui en font un véritable business. Quand je dis business, c'est pas péjoratif, mais c'est aussi des entreprises derrière. Hein. C'est des hommes et des femmes qui font vivre des salariés, qui font vivre des secrétaires. Donc, généraliste, oui, on est tous. Et puis, dans une vie, ce que j'aime à te dire aussi, c'est que c'est tous les champs du possible, hein, cette profession d'avocat. Parce que, tu vois, moi, j'ai fait du droit du travail au départ, beaucoup. Et puis après, j'en ai plus fait du tout. Parce que je me suis passionnée pour du droit pénal. Okay. Et après, je me suis passionnée pour la défense des médecins qui étaient mis en examen ou qui connaissaient de tout ce moment terrible dans le cadre de leur exercice de leur profession d'infraction pénale. Et tu vois, tout au long de ma vie,
en fonction de la maturation du psychisme de la femme ou de l'homme que tu es, en fonction de toutes les rencontres que tu vas faire, eh bien, tu vas ouvrir ta vie à des champs du possible que tu ne connaissais pas en commençant cette profession. Et il y a une chose que je veux te dire, c'est que cette profession, qui est la plus belle au monde, en toute objectivité, vraiment, j'ai pas honte de le dire, tous les matins lorsque tu te lèves, tu ne fais jamais la même chose. Je n'ai pas eu un jour dans ma vie où j'ai fait la même chose. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Et quand on touche à ça, on touche aussi tous les périmètres du droit, droit de l'environnement, droit de la propriété littéraire artistique, droit du sport, je te l'ai dit, droit social, droit de la santé, droit pénal spécial, droit civil, droit de la famille, tout ce qui est... voilà, le droit, c'est une multitude de droits. Et ton droit à toi, c'est tous tes droits qui sont attachés à ta personne. Tu vois ? Donc, c'est des gens, avocats, lorsque tu sors de cette... où tu es capable de tout faire, parce que tu as eu les connaissances pour le faire, mais il y a aussi quelque chose qui est très fondamental chez nous, c'est que tous les jours, on se forme. On fait de la formation continue, tout le temps, on a des obligations en formation. Puisque le droit évolue, tu sais, c'est un terrain très mouvant, très dynamique. Hein. L'inflation législative sur laquelle j'interpelle les parlementaires en disant « Mais stop, on a trop de lois !» Parce que la loi tue la loi. On est des champions en France, non ? Des champions. Tu as un gouvernement, tu as 10 lois qui arrivent, des décrets, voilà, alors qu'on a tout. Et tu vois, c'est ça, on dit stop à toute cette inflation législative parce que on a tout pour faire tourner le monde. Et vraiment, donc ça correspond plus à des dynamiques politiques, tu vois, avec ce que ça comporte au niveau de nos gouvernants. Mais quand tu es avocat, oui, tu rentres là-dedans, dans cette profession, et puis tu as tous les champs du possible. Là. Si tu vas te passionner pour un droit, alors que tout d'un coup, tu vas être touché vraiment dans un autre, ta curiosité, toujours la même, va t'amener à vivre une autre. Et puis, surtout, tu as les combats à mener, faire bouger le droit, faire avancer les droits, faire gagner sur des terrains que tu connais pas forcément aujourd'hui. Tu vois, je disais souvent, le barreau de Bordeaux a été le premier barreau en France à créer le pôle mineur non accompagné. Accès au droit à tous ces jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne. On a fait une plateforme informatique qui permet à tous ceux qui recueillent tous ces jeunes, qui les mettent à l'abri, comme la loi le prévoit, de pouvoir accéder à leurs droits. Mais moi, je ne savais pas qu'un jour, je rencontrerais des MNA. Je ne savais pas qu'on aurait cette fuite de cette jeunesse africaine dont tous ne sont pas des délinquants, je le dis, je le redis. L'Afrique subsaharienne, on a des profils incroyables. On a un jeune qui aujourd'hui est en 4e année de médecine. On a des jeunes qui veulent travailler, qui sont dans des contrats d'apprentissage, tu vois. Et c'est incroyable. Moi, je ne savais pas qu'on allait rencontrer ces jeunes-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces jeunes migrants qui veulent s'insérer ici pour peut-être repartir dans leur pays mais apporter du savoir-faire. Les avocats sont très engagés sur cette question. Eh bien, on voit arriver des jeunes migrantes alors que ces jeunes femmes étaient tuées, étaient assassinées dans le parcours migratoire. Et là, on vient juste d'en avoir 5, 6. Et tu vois, le barreau de Bordeaux, c'est ça. Je veux qu'on s'adapte à tous ceux qu'on voit, à tous ceux qui font naître de nouveaux droits, en tous ceux qui font naître de nouvelles protections aussi. Voilà, je veux un barreau, et les avocats, mais ils sont ouverts au monde. Tu vois, on pourrait se dire, mais les avocats, ils sont derrière leur bureau, ils ne bougent pas. Pas du tout. Les avocats, ils pénètrent la cité, ils vont vers ceux qui ont le plus besoin. Tu vois, et qui ont d'ailleurs la connaissance des difficultés, des particularités. Moi, je vois des confrères qui
qui font du droit des sociétés, mais ce sont des merveilles, des pépites du barreau de Bordeaux. Pourquoi ? Ils sont là pour gérer les difficultés de l'entreprise. Tu vois, après Covid, on ne savait pas qu'on allait vivre un Covid. On ne savait pas qu'on allait vivre ça. Et pourtant, on a répondu en droit. Tu vois, les règles sanitaires, les règles de restriction sur lesquelles aussi on se bat pour revenir à la liberté. C'est très important. Donc, est-ce que la règle sanitaire doit se dire qu'il faut figer ce monde-là dans un carcan de textes qui nous éviterait de retrouver la liberté d'avant ? Tu vois, donc ça, c'est des enjeux. Et je dis que nous, avocats, ce que moi j'ai été jeune, ce que toutes ces merveilles d'avocats 1850 à Bordeaux sont, c'est de s'adapter au monde dans lequel nous vivons, c'est de le regarder non pas du coin de l'œil, mais bien en face, et de trouver dans ce monde le miel qui fait que nous travaillerons pour les autres, tu vois. Voilà, c'est guérir, c'est soigner. C'est vraiment... on revient sur le médecin. c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Tu te souviens ce que tu as ressenti la première fois que tu as mis la robe ? C'était une grande émotion pour moi. D'ailleurs, à chaque fois que je vais aux prestations de serment, parce que là, j'amène les nouveaux confrères à prêter serment devant la cour d'appel de Bordeaux. J'ai cet honneur-là. J'ai une émotion, mais je leur dis d'ailleurs, la bâtonnière va pleurer. J'ai une émotion parce que c'est vraiment un moment unique d'engagement. Tu sais, il y a une espèce de cérémonial, tu vois, tu te demandes si c'est pas un sacerdoce. Oui, on se lève avocat, on vit avocat la journée, et on se couche avocat, et on se relève le lendemain. Et si tu veux, oui, on a des règles d'ailleurs. Dans nos règles professionnelles, on est une profession réglementée. Si on fait une erreur, si on fait une faute de parcours, on peut être sanctionné. Tu vois bien que l'ADN de l'avocat, c'est aussi celui qui va répondre de ses actes. Et donc, j'ai beaucoup d'émotions sur la prestation de serment. Moi, j'avais 25 ans. J'ai été accompagnée par mon parrain, qui s'appelle Philippe Decaune, grand avocat pénaliste bordelais. Et qui, à chaque fois que je le vois, il m'appelle filleul, je l'appelle parrain. Et j'ai encore cette image quand j'ai levé la main pour dire « je le jure » sur ce serment. C'est vraiment... ça marque une vie, oui. C'est un engagement fort. Encore dans ma tête. Et si tu l'as dit plusieurs fois, pourquoi on dit que quelqu'un est un grand avocat ? Qu'est-ce qui définit un grand avocat ? Plusieurs choses. C'est pas... Est-ce que c'est subjectif ? Est-ce que c'est objectif ? Je crois que il est toujours reconnu, celui-là. Ouais. Alors, je parlais de ton parrain, mais d'autres, en fait, de manière générale. Mais il y a des avocates qui sont des grandes avocates. Et elles ne sont pas en grande en taille. Et elles ont pas la voix de ténor. Tu sais, tout ça, c'est des mythes. Le grand avocat, pour moi... c'est l'honorabilité, c'est l'honneur, c'est la délicatesse, c'est la probité. C'est tout notre serment, le grand avocat. Il y en a plein de grands avocats. C'est pas parce qu'on le voit pas à la télé qu'il n'est pas un grand avocat. Il a la reconnaissance de celui qui va lui donner toute sa vie. Et pour moi, c'est ça, le grand avocat. C'est celui aussi qui va porter des causes lourde de sens. Badinter. C'est un grand avocat, unanimement reconnu. C'est celui ou celle, Gisèle Halimi, qui va aller sur ce terrain de l'avortement en se battant dans ces moments où la société n'évolue pas, où elle reste ancrée, où elle est... C'est terrible, ces moments-là de ce procès sur cette jeune femme qui a avorté, qui vient de décéder d'ailleurs il n'y a pas très longtemps.
Mais c'est les grands avocats, c'est tous ceux qui sont aussi dans l'ombre et qui vont changer la vie de celui qui vient le chercher. Voilà ce que c'est qu'un grand avocat. C'est pas la peine d'être sur les médias. Il y a beaucoup de gens qui te disent mon avocat, comme s'il fait partie de la famille, qu'il faisait partie de la famille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour moi une réussite. Si je peux donner à tous mes avocats, moi je dis, tout ce qu'ils donnent à leurs clients, bah ouais, je partirai heureuse dans ma vie, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que le grand avocat, c'est le don de soi. C'est celui qui va se battre là où le client ne peut pas parler. C'est pas qu'il ne sait pas parler, c'est qu'il n'est pas audible. Tu vois. Et puis, c'est celui qui est complètement dans l'humanité. Et quand je dis l'humanité, il ne faut pas rester que sur l'avocat pénaliste. Quand je vois ces confrères qui suivent les entreprises en difficulté après Covid, là, et qui vont avec leur chef d'entreprise dans l'entreprise, qui s'arrête avec eux, qui prend le temps de comprendre ce que ce chef d'entreprise est en train de dire, parce qu'il y a des salariés qui sont en burn-out, parce qu'il y a des salariés qui ne veulent plus travailler après le Covid, parce que lui-même, le directeur d'entreprise, est en burn-out, mais il n'ose pas le dire, parce que les PGE, il faut les rembourser, parce que, tu vois, c'est ça le grand avocat. Donc, ouais, moi, je suis convaincue que j'ai rencontré dans ma vie de grands avocats, et de très grands avocats. Voilà. Enfin, plutôt, est-ce que tu as le souvenir d'audience que toi, c'est bien une audience, hein, si je dois dire, que tu as pu faire et en fait, ouais, j'ai plutôt envie de te poser la question, qu'est-ce qui se passe quand tu fais, quand t'as fait en tout cas des audiences, est-ce qu'il y en a qui ont été plus marquantes que d'autres et dans ce cas-là, pourquoi ? Mais des audiences, mais si je voulais te raconter en 30 ans, les 30 ans là de ma vie, je pourrais commencer par des histoires incroyables, des histoires merveilleuses, des histoires de détresse absolue, des histoires où tu es tellement devant le drame que tu sais plus, tu dois plaider pour un homme, c'était un de mes dossiers, qui avait tué une femme dans des conditions absolument abominables, où j'avais commencé ma plaidoirie en disant le seul qui doit être à côté de cet homme, qui était décrit comme un monstre, c'était un avocat. Légitimé, tu vois, à la place de l'avocat. Et on m'avait écouté parce que tout d'un coup, j'avais dit aux jurés, voilà, je suis là, et moi, et j'avais tenu le bras de cet homme qui avait fait les pires monstruosités. Et tu vois, c'est des moments comme ça, des moments dans ta vie, mais il n'y a bien sûr pas que ça. Il y a une femme que j'ai défendue dans des conditions de... Je ne peux même pas te le dire, ce qu'on a fait pendant ce moment-là de vie où cette femme, je l'ai accompagnée pendant 3 ans. Je ne peux pas te le dire tellement c'est presque douloureux. Voilà. Okay. Tu vois. Après, c'est des enfants, c'est des gens qui perdent leur travail. Je crois que ce qu'il faut que je te dise, en fait, par pudeur, je ne veux pas te raconter des histoires. Ouais. Parce que si je te raconte des histoires, je ne vais pas arrêter de t'en raconter. Tu vas dire, mais oh là là, elle va écrire un livre, celle-ci. Mais voilà. Mais si je te disais ce que j'ai vécu là, dans ces histoires-là, je trahirais peut-être ce lien que j'ai encore avec ces gens qui n'existent plus ou qui existent d'ailleurs, qui ont pu mourir dans des conditions extrêmes. J'ai des histoires à te raconter qui ne sont pas que des histoires, c'est des choses que je porte plus. L'assassinat de ma cliente, par exemple, devant le Grand Théâtre de Bordeaux, elle était il y a 25 ans de ça. Elle était très inquiète, son mari, tu vois, ça c'était un féminicide. Aujourd'hui, on le parle. À l'époque, on ne l'a pas parlé. C'était un féminicide terrible.
où je lui avais dit « Donnez votre enfant devant le Grand Théâtre de Bordeaux, parce que vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. » Elle avait très peur de cet homme qui était très violent. Il est arrivé pour prendre cet enfant dans le cadre du droit de visite qu'il avait. Et il a tiré une balle dans la tête, cette femme qui est morte devant 200 personnes. De Grand Théâtre, un samedi matin. Hein. Ouais. Et j'ai cru que là, j'allais raccrocher la robe, par exemple. Parce que c'était moi qui avais donné conseil de donner cet enfant devant le Grand Théâtre de Bordeaux. Ouais. Tu vois ? Ouais. C'est des choses comme ça, je te le livre. Hein. Je l'ai livré il n'y a pas très, très, très longtemps à Madame Christiane Taubira, qui est venue pour parler des violences faites aux femmes. Et j'avais pas envie d'être générique. J'avais envie de parler de ça parce que ça aurait pu me faire arrêter le métier. Et en fait, ça m'a raccroché encore plus dans cette volonté de faire les choses bien. Et j'ai toujours dans ma tête la nécessité que nous avons, nous, avocats, de donner les bons conseils, tu vois, de faire attention à tout, de tout intuiter quand tu dis quelque chose, de se dire « Ah, mais si je dis ça, qu'est-ce qui peut se passer derrière ?» Et ça, les avocats sont très, 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 très formés à ça. Tu vois, c'est vraiment... les avocats, quand tu dis quelque chose... Alors, on pourrait dire « Oh là là, mais ils sont compliqués. » Eh bien non, ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils te regardent, toi, dans ton environnement, par rapport aux risques que tu peux prendre. Et ils vont chercher toujours, dans un mécanisme qui est de servir l'autre, à trouver la meilleure solution en intuitant tous les risques que tu peux courir, tu vois. Et ben c'est ça un peu ma vie. Voilà. Après, il faut pas être compliqué, il faut être adapté, tu vois. Il faut pas non plus. Mais c'est peut-être cette histoire-là que je veux pas te la raconter toute. Plein d'autres dramatiques. Mais tu vois, ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Mais c'est des drames. Puis plein de confrères. Hein. Tu sais, j'ai un jeune confrère là récemment qui a vécu le suicide de son client dans les geôles du palais de justice. C'est ça la réalité aussi. Hein. C'est d'autres confrères qui m'ont parlé du suicide de leurs dirigeants alors qu'ils étaient en train de gérer un énorme marché international, commercial. Enfin, tu vois. Puis, je pense que la bâtonnière, c'est celle qui est en capacité d'écouter aussi ce moment-là où ta vie d'avocat peut basculer. Tu vois. D'écouter et puis de dormir après ça. D'écouter, de dormir, de laisser s'exprimer quelque chose que la souffrance d'avocat, tu vois, c'est une vraie souffrance. On a des vraies souffrances au travail. On met en place au barreau une cellule psychologique pour permettre aux confrères de venir aussi s'épancher. Parce que nous qui donnons des conseils, nous qui écoutons la vie des autres, nous qui essayons de toujours trouver les solutions, nous, des fois, quelquefois, on est le plus mal chaussé. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention à nous. C'est ça le rôle du bâtonnier. Complètement. Est-ce que, alors j'ai l'impression de souvent entendre cette question posée à des avocats, est-ce qu'on peut défendre tout le monde ? Ah oui. Parce que tu l'as dit dans tes exemples pour le coup d'avoir défendu quelqu'un qui avait tué. Oui, bien sûr. Parce que pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, quelqu'un comme moi, parfois ça peut faire bizarre de se dire on peut défendre même un criminel. Enfin, tu vois, mais c'est le rôle de la défense. Si tu commences à dire je ne défendrai pas celui qui a fait le pire, tu n'es pas avocat. C'est très clair. Tu vois, là je suis assez rigide. Mais parce que c'est le serment. Tu défends tout le monde. Alors bien sûr que tu peux aussi dire je peux pas là. Et on ne t'en voudra pas. Il vaut mieux s'engager dans une voie en disant non là je peux pas parce que je suis arrivé à la limite de ce que je peux supporter, que de t'engager dans la défense d'un homme ou d'une femme que tu pourras pas défendre. Et il y a rien d'anormal à ce qu'un avocat défende tout le monde, quel que soit le... Voilà, ça c'est... Tu sais, ça c'est vraiment des choses mais qui sont
clair chez nous. Il n'y a pas tellement de discussion là-dessus. Ok. C'est plutôt nos concitoyens qui nous regardent en disant, ah, celui-là, mais non, l'avocat, mais s'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de démocratie. Regarde en Turquie ce qui se passe, regarde au Liban, regarde en Afghanistan. On va accueillir une avocate afghane, là. Elle s'appelle Rana Bibi. Je lui ai proposé de venir à Bordeaux. Et je lui ai dit, tu es libre, Rana. Tu fais ce que tu veux, tu viens, si tu le souhaites. Elle vient à Bordeaux, elle veut vivre à Bordeaux. Et elle veut être intégrée au barreau de Bordeaux. Elle pourra le faire dans le cadre de dispositions que nous avons après avoir appris le français, ce qu'elle est en train de faire. C'était une femme qui a défendu dans son pays les enfants, les femmes opprimées, et puis tout d'un coup qui a dû quitter son pays. Tu te rends compte que la défense, quand tu peux plus l'exercer, c'est les piliers de tout qui partent à volo. C'est-à-dire la démocratie, on ne parle pas de démocratie en Afghanistan, évidemment. Hein. Mais tu vois, la Turquie, qui était un très beau pays où les filles se baladaient en 1980 en mini-jupe, tu vois ce qu'elle est devenue, cette Turquie. Et quand tu vois que mes confrères sont incarcérés parce qu'ils défendent des opposants au régime et qu'on les traite, eux, avocats, de terroristes, et qui sont dans les geôles actuellement, où on va partir d'ailleurs, puisque le barreau de Bordeaux est très engagé à aller au procès de nos confrères, pour ne pas les laisser tomber. C'est la notion d'indépendance de l'avocat qui est importante. C'est la notion, cette notion qui est la notion sacro-sainte. Tu vois, on travaille beaucoup pour lui donner une valeur constitutionnelle à l'indépendance. Mais c'est cette notion-là qui est au cœur même de nos préoccupations. Parce que demain, là, je ne sais pas si un avocat ne pourra pas être ennuyé parce qu'il a défendu un terroriste du Bataclan. Mais non, on ne peut pas, tu vois. Je veux dire, on peut se dire, oh là là, défendre un terroriste du Bataclan. Je suis pas... tu vois, en tant qu'avocat, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, tu vois. Mais ceux qui le font, ben, c'est l'honneur de la défense. Parce que là, tu vois, on est un pays démocratique. Et là, on est totalement indépendant. Voilà. Et c'est donner un procès aussi aux victimes. Savoir que les victimes seront aussi, dans ce procès, entendues. C'est hyper important. Donc, tu vois, pour moi, défendre tout le monde, oui. Tous ceux qui font le pire comme le moins pire. Oui. Jamais quitter cette barque-là. C'est pas possible. Ouais. Sinon, on se fera rattraper, on sera à la botte d'un pouvoir. Sinon, on n'aura pas la liberté de ton, on n'aura pas l'immunité dans le cadre des propos que nous tenons. On sera phagocyté, on nous fera taire. On nous fera taire. Mais si on nous fait taire, eh ben, on ne pourra pas défendre les gens qui viendront et qui auront besoin de nous. Oui, complètement. C'est beau la passion. En 2015, tu étais membre du Conseil de l'Ordre. Pourquoi ? Commence l'engagement pour la profession, tu vois. La bâtonnière, elle n'est pas arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en se disant... Non, 2015, avec mon vice-bâtonnier, là, qui est actuellement vice-bâtonnier, avec moi, Pierre Fonrouge, qui est vraiment extraordinaire et qui fait un travail merveilleux à mes côtés. 2015, on part tous les deux dans l'aventure du Conseil de l'Ordre. C'est nos petits pas, si tu veux, vers la profession, vers les enjeux de la profession, vers les confrères. Et on s'occupe de toute cette cuisine interne qui est extrêmement réglementée. Hein. C'est le code de l'avocat. Hein. Il est aussi gros que le code pénal. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois les petits livres rouges que tu as là-bas, tu as le code de l'avocat. Tu as le code de l'avocat. Donc, tout ce que nous faisons est réglementé. Et donc, je pars dans cette aventure. Je vais être élue, première fois. Et puis, au bout de 3 ans, je vais me
je vais me recandidater, je serai Ouais. encore élue. Ouais. Et puis là, on travaille. On travaille pour les confrères. Là, c'est vraiment tous les 15 jours, de 17h30 à 22h30. Hein. C'est Quand des même. grosses journées, des grosses soirées, on va dire, Ouais. mais tellement importantes. Mm. Et c'est là où on touche du doigt comment sont les confrères, qu'est-ce qu'ils vivent, comment on travaille, qu'est-ce qu'on réglemente, quelle est notre profession, comment elle évolue, quel est le rôle du Conseil de l'Ordre, qu'est-ce qui fait ce Conseil de l'Ordre. Il est merveilleux ce Conseil de l'Ordre, il y a 24 membres. Ouais. Moi je le préside, j'ai l'honneur de le présider, mais c'est eux qui prennent les décisions pour le barreau de Bordeaux. Ouais. Et je peux te dire qu'ils le font avec conscience, engagement, ténacité et beaucoup, mais alors vraiment, ils ne sont pas payés pour faire ça, hein. Mais ils le font mais avec mes chevilles au corps, vraiment. Donc, c'est des passionnés, ils sont passionnants. Ouais, j'imagine. Et donc justement, donc, l'ordre est là pour accompagner la profession, c'est l'instance qui gère la profession, c'est ça? Oui, c'est le Conseil des ministres. Exactement, c'est le conseil des ministres de la profession. Et pourquoi ça s'appelle le barreau d'ailleurs? Alors, le barreau. Alors, Pourquoi ça, ce nom? tu sais, le bâton. Je ne sais pas si tu as vu ça. Peut-être que tu l'as vu quand on a transféré le bâton entre bâtonniers. Oui. C'est une histoire, ça. C'est une histoire de confrérie. C'est une histoire. Le bâton, c'est celui qui protège toute la profession. C'est l'organisation, tu vois. Et on est constitué en barreaux. Différents barreaux. Il y en a 161 en France. Il y a 161 bâtonniers. D'accord. Le bastonnier, disaient les textes, ou la bastonnière, celui qui était le gardien du temple. Tu vois. Et le bâton, dans ce barreau-là, c'est aussi la transmission du... tu sais, c'est ce relais, en fait, qui est transmis de bâtonnier en bâtonnier. Un relais dans cette course de relais qui ne s'arrête pas. Tu vois, il y a ça, ça protège, mais ça protège les citoyens. Ça ne nous protège pas. Nous, on n'est pas des gens qui nous protègent entre nous. Tu vois, c'est très important ce qu'on se dit là, parce qu'on est constitué en barreau, avec un bâtonnier, une bâtonnière. En l'occurrence, je me fais appeler bâtonnière. J'ai féminisé ce nom parce que il y a très peu, enfin il y avait très peu, enfin en tous les cas à Bordeaux, en 560 ans, je suis la deuxième. Il y a eu des vice-bâtonnières, Caroline Lavessière, qui a été une vice-bâtonnière merveilleuse juste au barreau, toi, Françoise Casagrande, vice-bâtonnière aussi. Et puis je suis la deuxième bâtonnière après Anne Cadio. Qui était en 2014 pour le coup, il faut quand même le préciser, 2015, parce que c'était assez récent. Il y a un moment quand même. Et voilà. Et c'est vraiment cette transmission, tu vois. On a l'impression d'appartenir à une grande famille, mais on ne se protège pas entre nous. La régulation en matière de conseil de l'ordre, de bâtonnier, qui a un pouvoir de poursuivre ses confrères s'ils font des bêtises et s'ils ne sont pas conformes au texte de cette profession réglementée. Et nous le faisons quand nous devons le faire, tu vois. Je suis très intéressée aussi par l'ordinalité et par le sens même de ce qu'on représente là aujourd'hui. Tu vois, par exemple, au Liban, le gouvernement, le président, tout est en train de se casser la figure. Eh bien, il y a des ordres et le bâtonnier de Beyrouth tient debout, tient l'organisation de son ordre, tient ses décisions du Conseil de l'Ordre. Et l'autre fois, lorsque j'ai eu l'honneur de le rencontrer, je lui dis, mais va toi à la présidence là. Vas-y, puisque tu es capable de montrer ton organisation et que tu n'es pas là pour couvrir des choses qui ne doivent pas se faire. Monte au pouvoir, tu vois. Et je suis convaincue que si les ordres tiennent, si la représentation des ordres est faite comme elle se doit, et je peux te dire que mes membres du Conseil de l'Ordre, mais c'est des gens d'une honnêteté intellectuelle remarquable, eh bien, ça veut dire qu'on est fort, qu'on est représentatif, et que même s'il y a une crise terrible de démocratie, on va dire, eh bien, on sera capable
de se battre et de tenir, montrer le contre-pouvoir là où tout d'un coup ça pourrait chavirer, tu vois. Et au Liban, eh bien, les ordres ils sont encore debout. Ouais. Pas tous, pas tous, parce qu'on incarcère aussi les bâtonniers pour les faire taire. Tu vois un peu l'enjeu quand même. Et ça, pour moi, en tant que bâtonnière, je suis très, très attentive à ça. Ouais. Je vais aller en Turquie, je veux vraiment aller voir mes confrères. Il y a à Ankara, tous les membres du Conseil de l'ordre d'Ankara et le bâtonnier ont été incarcérés parce qu'ils défendaient des gens qui luttaient contre le pouvoir politique. Mais est-ce que tu te rends compte ? Ils sont incarcérés, ils sont dans des geôles. Donc, il est évident qu'il faut qu'on bouge. Ouais, complètement. Les membres du Conseil de l'ordre. C'est comme si moi, demain, là, il nous arrivait ça. Parce qu'on se serait battu, on aurait défendu quelqu'un qu'il ne fallait pas défendre. Tu vois ? On y revient. On y revient. Ouais. Et même si on le comprend un petit peu, pourquoi tu as voulu te présenter alors à la présidence ? Et donc, tu as été élu l'année dernière, en juin, le 22 juin. 22 juin. Très belle, s'est présentée. J'ai appelé un jour celui qui va devenir mon vice-bâtonnier en lui disant, voilà Pierre, je voudrais y aller. Est-ce que tu viens avec moi ? J'y ne suis pas allée en sentant au plus profond de moi qu'il fallait que j'y aille. Ok. J'y suis allée, tu vois, là encore, le champ des possibles. C'est-à-dire que le parcours, mon travail, ma détermination, ma liberté m'ont amené à un moment de me dire, tiens, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et j'y suis allée parce que mon vice-bâtonnier m'a dit, mais oui, je viens avec toi. Et je lui dis, mais Pierre, je me permets de te dire que je voudrais être bâtonnière. Je ne voyais pas les choses différemment. Donc, si tu veux, j'avais peut-être besoin de ce regard-là. Et donc, je l'ai eu. C'est chouette quand tu es porté comme ça, vraiment. Et je le remercie parce que c'est un homme absolument hors du commun. Pierre Font-Rouge. Et qui a donné cette impulsion. Tu vois, comme si, encore les femmes, il leur fallait avoir un peu l'assentiment. Tu vois, et chez nous, tu vois, ça, c'est hyper important aussi de se dire, voilà, très clairement. Mais j'y vais aussi parce que... Je me dis pourquoi pas, mais sans pour autant me dire que je vais l'être, enfin, bâtonnière. Tu vois, d'abord, tu es au suffrage de tes confrères, tu te mets en danger, on te pose plein de questions, ils ont le droit, ils ont tous les droits. Tu vois, les suffrages, c'est avoir tous les droits. C'est un vrai moment de démocratie. On avait en face de nous des confrères tout à fait, je dirais, remarquables et qui... voulait prétendre aussi et pouvait prétendre à ses fonctions. Donc, ça a été un vrai moment de démocratie, d'échange, de discussion, de contradiction, tout ce qui fait que, né de tout ça, belle élection. Tu vois ? Et on a vécu cette élection démocratique à notre petit niveau, on va dire, d'un barreau. De 1850 ans, 5e barreau de France, bientôt peut-être le 4e. Mais ça valait le coup de le vivre parce que tu te rends compte des enjeux du suffrage. Et puis, tu sais, moi je vais te dire, je suis une femme libre, je n'ai pas fait de politique dans ma vie. Je n'ai jamais été dans un syndicat. Je n'ai jamais été syndiquée, je suis aconfessionnelle, je suis apolitique, vous ne saurez pas ce que je vote, je ne vote pas. Je comptais pas te demander. Aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, j'avais un grand-père communiste, extrêmement qui avait pendant la guerre caché des juifs dans le grenier de la maison. Ma maman habite encore. J'avais une maman présidente d'un syndicat de commerçants très engagés. Voilà. J'avais une grand-mère maternelle qui travaillait au Bon Marché à Paris
et qui était socialiste. Ouais. Et j'avais une tante qui était haute chiracienne. Et ben, quand tu avais tout ça dans ta vie, Au dimanche tu avais midi. un dimanche midi, tout ça dans la même maison. Et si tu veux, moi, quand j'étais petite, je me suis nourrie de toutes ces discussions hyper intéressantes. Et j'ai adoré tout le monde. Et tu vois, dans ce que je ressens là, aujourd'hui, avec tous ceux j'ai des avocats syndiqués qui font un travail mais remarquable. Tu vois, des syndicats de toute obédience qui sont capables, ça va le syndicat des avocats de France, le SAF, la CE, qui sont très dans des pratiques très différentes, mais avec beaucoup de modernisme, de modernité qui amène d'ailleurs cette profession à évoluer aussi. Et puis ce combat du SAF qui est remarquable, d'intelligence, de combat au plus près des libertés, du cœur même des gens. Et tu vois, moi, je me nourris de tout ça, quoi. Je les adore. Je leur donne la parole, mais comme ils veulent. Et ils travaillent ensemble. Et ce qui est très bien aussi, c'est l'antagonisme. J'adore cette idée. Plus tu es antagoniste, plus on s'aime chez nous. Il y a pas... L'opposition est pour moi source d'intérêt, source l'opposition est source de structuration de l'esprit, bien sûr, mais plus que ça, c'est-à-dire de découverte de choses que tu ne connais pas. Et d'avancer aussi. D'avancer, d'être très dans une dynamique de progression, tu vois. Ça m'intéresse. Et d'ouverture, parce que plus tu es opposé, plus tu es ouvert à l'autre. Tu vois. Et je déteste de me retrouver face à des gens qui ne veulent pas se comprendre les uns les autres. Et tu vois, je ne le vois pas dans mon conseil de l'ordre. Je vois des gens très opposés, mais des gens qui se comprennent. Et ça, c'est quand même... ça, c'est vraiment... c'est beau. Dire un mot affreux, très, très, très jouissif. la bâtonnière y va. La bâtonnière y va. Une femme libre, tu l'as dit toi-même. Et j'ai déjà lu ça aussi. Exactement. Très belle couverture d'ailleurs des Échos judiciaires girondins. Une femme engagée. C'est quoi tes enjeux en tant que bâtonnière aujourd'hui ? Proximité, confraternité, transparence, avoir un barreau entrepreneurial, un barreau moderne et qui va loin dans les aspirations qui sont les siennes. D'accord. Un barreau proche de tous ceux qu'ils vont rencontrer. Un barreau dans l'interprofessionnalité aussi. Je veux qu'on se nourrisse de tous ceux qui sont dans l'aide de leurs clients, les comptables, les experts comptables, les architectes, les banquiers, les médecins, voilà, je rencontre tout le monde, je rencontre les acteurs de la justice, je suis très intéressée par le SPIP. C'est quoi le SPIP ? Le SPIP, c'est le service de la pénitentiaire, on va dire, en milieu ouvert. C'est-à-dire ceux qui viennent vraiment apporter des ouvertures et vraiment, parce que l'enjeu de l'incarcération, c'est aussi un vrai souci. Et qu'il n'y a pas que l'incarcération pour aujourd'hui se dire qu'on peut lutter contre la récidive. Donc vraiment, je suis très, très intéressée d'ouvrir cette maison de l'avocat à toute l'interprofessionnalité, rencontrer les notaires, rencontrer ce qu'on fait, les experts comptables, les commissaires aux comptes, travailler avec eux sur des formations communes pour mieux arriver à se connaître, et à se comprendre, pour donner vraiment la perle de tout ce que nous sommes en capacité de faire les uns avec les autres à nos clients, donner du service, travailler sur
sur aussi la proximité avec tous ceux qui ne peuvent pas venir à nous. Le bus du droit, tu vois, créer ce bus du droit qui a été déjà créé par mes prédécesseurs, attention, hein, mais qui, grâce au Covid, n'a pas eu son apogée. Mais tu vois, d'aller sur les territoires, de pouvoir conseiller, d'être imaginatif et créatif. Ne pas rester engoncé parce que t'es bâtonnier. Non. T'es bâtonnier, tu vas faire quelque chose de ton bâtonnat. Ouvrir sur la cité. Une bâtonnière proche, tu sais, de tous ceux qui en ont le plus besoin aussi. Hein. Je vais, tu sais, depuis décembre 2021, la loi me permet, en tant que bâtonnière, d'aller visiter, par surprise, on va dire, tous les centres, tous les lieux de privation de liberté. Je vais donc le faire. D'accord. Alors, c'est uniquement les prisons, les lieux de prison, garde à vue, lieu de garde à vue, tout ce qui est centre de rétention des étrangers, pas les hôpitaux psychiatriques, pas tout ça, mais tous ces lieux où seul le contrôleur général des prisons, des privations de liberté, rentrait et allait voir ces lieux-là. Il faisait des rapports sur comment c'était. Et là, j'avais vraiment envie de dynamiser, instaurer une dynamique là-dessus en disant nous en ferons quelque chose. Le texte me le permet aujourd'hui. Donc mon vice-bâtonnier va aussi être délégué dans cette tâche, des membres du Conseil de l'Ordre, et nous allons aller à la rencontre de ces endroits cachés qui ne se visitent pas. Tellement c'est la honte d'un pays comme le nôtre. J'ai le terme opaque qui me vient à l'esprit. C'est la honte. Et je crois que ça sera attendu parce que voilà, il faut qu'on soit dans le pragmatisme. Tu vois, tu me dis qu'est-ce que tu veux faire de ton bâtonnat, d'être très pragmatique. Tu vois, on n'est pas là pour se faire des circonvolutions, on est là vraiment pour essayer d'avancer les uns avec les autres. Moi, j'ai des confrères qui font un travail mais remarquable. Je veux aussi pouvoir les soutenir dans ce travail qui est fait. Et je pense que les avancées ne viendront que par ça. Tu sais, on est des fois vus comme des lanceurs d'alerte, mais c'est vrai. Et là, on le sera en tous les cas. Surpopulation carcérale à Bordeaux, Gradignan, c'est pas une prison qu'on a, c'est un lieu de perdition. C'est une surpopulation. Tu sais, la garde à vue aussi, je veux te dire quelque chose. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient rien à y faire dans une garde à vue. Toi, demain, tu peux te retrouver en garde à vue parce que tu as fait l'objet d'une plainte ou que tu as conduit peut-être en état d'ébriété, pas forcément absolu, mais voilà, tu te retrouves dans un moment qui est un moment où tu perds tout repère puisque tu as plus de portable, tu n'as plus tes lacets, et puis tu vas être jeté dans un endroit insalubre, où il y a la gale, ou qu'ils ne sont pas toujours nettoyés, bien évidemment, parce que c'est difficile aussi. Il faut voir comment aussi les gens vivent, enfin les gardiens ou les gens qui sont attribués, qui sont là pour faire ce métier aride, difficile. Je ne jette pas la pierre. Je dis que voilà, la garde à vue, c'est pas lié que aux criminels. Moi, j'ai vu un chef d'entreprise se retrouver un jour en garde à vue. Je crois que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, au bout de 10 ans. Hein. Il a ce stress post-traumatique qui est resté gravé en lui, alors qu'il n'a pas fait l'objet de poursuite. Tu vois, c'est pas rien tout ça. Il ne faut pas dire que ça va arriver qu'aux autres. Donc, il y a un vrai travail. Il faut pouvoir le dire, le dénoncer, y rentrer et pénétrer, ne pas avoir peur. Dire tiens, oula, ouvrez-moi là, ouvrez-moi la cellule là. J'ai pas bien vu. Tu vois, voilà. Donc, voilà, on a pas mal de choses à faire. Les avocats sont très engagés, mes membres du Conseil de l'Ordre. Et je suis très fière d'eux parce que ça porte aussi le bâtonnier et la bâtonnière.
complètement. Tu vois ? Donc voilà, pragmatisme, créativité, oui, beaucoup de créativité sur les violences, tu vois, faites aux femmes. On voudrait apporter des réponses. Il y a un numéro, les avocats sont de permanence 24 heures sur 24 avec un numéro qu'on appelle. Et, beaucoup pendant la période du confinement, beaucoup de femmes ont appelé. Et ce que je voudrais, c'est faire un partenariat avec les taxis. Par exemple, pour dire un appel à l'aide, tiens, un taxi va partir chercher la personne. Tu vois, ça peut être des choses concrètes comme ça, des affiches dans les pharmacies, ça a été fait pendant le confinement, sur des poches de plastique, sur des petits cabas pour les courses. Mais on a plein d'idées. On foisonne d'idées. Donc, bien sûr, pour les minorités, ça c'est sûr. Ça, c'est un travail. Mais aussi pour la vie de la société. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont venus vers moi en disant qu'ils veulent accéder au pôle MNA pour prendre aussi des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. C'est quand même très beau, tout ça, et des grosses entreprises, pas des petites. Donc, voilà, on a vraiment... Moi, ce que j'aime, c'est fédérer le lien les uns avec les autres, se parler, s'écouter, être étonné de ce que l'autre fait et trouver son miel et pouvoir agir. Voilà. Action-réaction. Mais action et réaction concertée, intelligente, avec ces visions d'avenir. Dire à mes confrères, mais rentrez dans la profession d'avocat. Ne dites pas qu'il y a trop d'avocats, mais c'est faux. Parce que les cabinets ne trouvent pas forcément toujours leurs confrères pour travailler. Et puis alors, il y a plein de nouveaux métiers. Promotion immobilière, le droit du sport, donc je t'en faisais état, tout ce qui est le droit de l'environnement. On a aujourd'hui un panel, mais le droit fiscal, les entreprises en difficulté, tout ce qui permet d'avoir une vie économique forte. Tu vois, ces avocats, ils soutiennent la vie économique pour pas qu'ils s'effondrent. C'est pas vrai que ça coûte cher un avocat dès lors qu'on est en capacité de comprendre les besoins du client, d'adapter les honoraires en fonction de la situation du client. Mais qui d'autre le fait que nous ? Mais je plaide pas pour ma paroisse, mais je plaide sur la réalité de l'histoire. Tu vois, c'est l'aide juridictionnelle, la défense de tout le monde à toutes les heures du jour comme de la nuit. C'est ça la défense, la permanence qui est faite pénale, familiale, sociale. Mais voilà, c'est des avocats engagés. Ouais, complètement. Et je l'ai dit tout à l'heure, et tu l'as dit aussi, tu es uniquement la deuxième bâtonnière. Aujourd'hui, tu l'as dit aussi, il y a 2/3 d'avocates dans le barreau de Bordeaux. 65%. 65%. Pourquoi tu es seulement la deuxième bâtonnière ? Alors, elles n'osent pas. Elles ont les enfants, le cabinet, le mari, C'est un métier, mais moi je vois mes consoeurs, mais quand tu as des petits, moi j'ai eu un petit enfant, je me demande comment je faisais des fois. Quand je partais en garde à vue en pleine nuit, que j'appelais la nounou qui était hyper disponible, je donnais tout mon argent, je vais te le dire, à ma nounou et son mari d'ailleurs, qui sont devenus très, très proches de mon fils Marc, avec qui il a des liens merveilleux d'ailleurs. Mais quand tu mets tout bout à bout, mais comment ça se passe des fois ? Et puis, des jeunes femmes qui peuvent se retrouver en situation où elles sont séparées. Moi, ça a été mon cas d'ailleurs, à une époque de ma vie où j'avais acheté un cabinet, j'avais acheté une maison, je payais la nounou plus que de raison. Mais pas plus que de raison, plus pour moi, c'était évident que c'était la priorité pour garder mon petit Marc. J'avais plus un flèche, enfin plus un rond en fin de mois, et je me levais, je travaillais, mais je les comprends quand elles m'expliquent ça, les filles.
Ouais. Alors après, il y a des femmes avec un couple où le mari gagne un peu plus d'argent, etc. Donc, elles n'y vont pas parce que on peut suivre aussi la carrière du mari. Il y a encore tout ça, quand même. C'est pas rien, hein. Complètement. C'est pas neutre. Ouais. Mais je vois des femmes extrêmement engagées qui s'appartiennent plus. Mm. Voilà ce que c'est que la vie d'une femme. Mm. Et puis, il y a aussi d'autres choses. C'est que moi, pendant ma campagne, on s'est permis des choses avec moi qu'on ne serait pas permises avec un homme. J'imagine. Je te le dis. Ouais. Enfin, Et tu vois, c'est dur. Hein. Mm. Tu te rappelles la polémique, les femmes n'ont pas les épaules pour être avocate au pénal, mais que ce confrère qui avait dit ça plutôt sur la boutade, d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'une vindicte terrible. Mais c'est ancestral, tu vois, il y a des positionnements qui sont quand même extrêmement difficiles. Mm. Il ne faut pas avoir peur. À un moment donné. Et je te dis, moi, ce qui m'a nourri, c'est ma liberté, ma grande liberté. Ouais. On se permet des choses, peut-être quand tu es bâtonnière, qu'on ne se permet pas si c'est un bâtonnier. Mm. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut que les femmes y aillent. Regarde Julie Couturier à Paris, c'est une femme. Mm. Avant elle, il y a eu des femmes bâtonniers de Paris. Et puis, on se dit... c'est du non-stop, hein, c'est vrai. C'est du matin jusqu'au soir, pas d'heure. Voilà. Là, tu es à 100% pour le coup de ton temps dessus. Complètement à 100%. Complètement. C'est un projet de vie que j'ai réfléchi avec mon mari. C'est quelque chose sur lequel on a bien discuté. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont dites. C'est un grand engagement, donc forcément. Un engagement. Ouais. Et ça, peut-être que certaines femmes ne peuvent pas se le permettre. Mm-hmm. Tu vois. Mm-hmm. Ouais. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. Mais j'espère que ces femmes-là, je leur aurais donné l'envie. Ouais. Notre vice-bâtonnière avant moi a été extrêmement engagée. Caroline, oui. Caroline Lavessière. Mm-hmm. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas de raison. Et puis, on va arrêter cette guerre des sexes. Et puis, on va... Parce qu'on fait ça, justement, et que ça permettra, dans peut-être quelques années, on n'en parlera plus de tout ça. Ouais. J'espère. C'est pas gagné, hein. Il y a encore un petit peu de boulot, je crois, mais je suis... Mais en 2022, voilà. Ouais. Et dans certains pays, tu vois, ça se pose même pas la question. Elles y vont pas. Tu te rends compte? C'est une vraie démarche, ça aussi, tu vois. Pays d'Europe, proche de nous, comment font les femmes. Je regarde beaucoup ça. Je suis très inspirée par ces femmes inspirantes. Tu vois, quand j'ai rencontré Christiane Taubira, et là, je fais pas de politique, mais bien sûr que c'est une femme qui a été inspirante, que on la suive ou pas dans ses projections, dans son parcours politique, rapport politique, c'est pas du tout le cas. Mais je regarde Pécresse aujourd'hui, elle y va, hein. Je regarde et qu'est-ce qu'on entend des trucs, parce que c'est une femme aussi, hein. Oh, je me rends compte quand même, tu vois, je regarde ça avec un œil d'ethnologue. Ouais. Et je regarde pas ça par rapport au courant politique, ça ne m'intéresse pas, personne ne saura ce que je vote. Mais c'est vraiment intéressant de regarder comment ces filles se battent. Et Chiappa qui raconte, voilà, j'ai une consoeur avec qui je discute beaucoup, qui a été à l'Assemblée nationale, qui est avocat au barreau, Marie Récalte. C'est hyper intéressant d'entendre tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a vécu. D'autres femmes, mères, Christine Bost, qui raconte ce qu'elle a pu subir. C'est hyper intéressant, tu vois. Et c'est pas pour autant que je suis nourrie de combats féministes, tu vois. Je suis nourrie de ce que la vie m'apprend. Et je suis nourrie de ce que je ressens moi dans certaines conditions, tu vois. J'ai des discussions des fois qui sont très étonnantes. On te renvoie des choses du style ah oui, elle c'est une belle femme, tu vois, sur des choses où encore on voit encore des connotations comme ça un peu, je ne veux pas te dire sexiste, c'est toujours bien
qu'on puisse dire c'est une jolie femme, c'est une belle femme, comme c'est un Mm. très bel homme. Tu vois, je voudrais que ça soit à égalité tout ça. Ouais. Et que qu'on sorte du genre. Mhm. Complètement. Et je sais pas si c'est simple. Je ne pense pas, mais c'est faisable. Qu'on sorte du genre, mais tout en se disant c'est une femme. Ouais, complètement. Christine Mais- Maze, c'est une femme. Mais comment dirais C'est pas un homme, c'est une femme. Elle est ce qu'elle est, elle. Voilà, elle Ouais. est ce qu'elle est, elle. Mais c'est pas parce que c'est une femme qu'elle fait moins bien le travail qu'un homme. Complètement. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle pense moins bien qu'un homme. Mm. C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut lui dire certaines choses qu'on dirait pas à un homme. Non, mais mais tu sais, tout ça, ça se discute. Ouais, non, mais C'est un complètement. travail de longue haleine. Ouais, je suis d'accord. Mais effectivement, c'est apporté dans. Moi, c'est ce que j'essaie de faire sur le pompon d'avoir autant d'hommes que de femmes. Après, je pense qu'au niveau à 82 épisodes, j'aurai une égalité parfaite avec 41 hommes, 41 femmes. C'est bien. Pour Hein. montrer, alors j'en parle de temps en temps, mais pour montrer effectivement des exemples aussi. Et ce que je disais, toi aussi, tu es un exemple, et tu l'as dit pour des plus jeunes avocates, que c'est normal, en fait. Alors c'est dur, plus dur peut-être pour une femme, mais c'est normal d'arriver à tel ou tel poste, d'arriver à tel ou tel niveau. Ben oui, je pense que Et- c'est normal. Tu vois, le vrai enjeu là, c'est la femme présidente de la République, Mhm. présidente de la Mhm. République. C'est quand même, tu vois, on est Ouais. en 2022. Ouais, Hein. ouais. Et j'entends des discussions. Ah, ça serait bien que ça soit elle parce que c'est une femme. Mhm. Ben non, Mhm. tu Ouais. vois, c'est pas ça. Ouais. Ça serait bien elle parce que blablabla. Tu vois, la liste. Mais c'est vrai, hein, c'est pas rien. Hein. Mhm. Et pour le coup, alors, ça va dans les deux sens, parce que moi, récemment, pour un projet, on m'a dit, ah, très très bien tout ce que tu fais, mais c'est dommage, t'es pas une femme. Parce qu'ils avaient besoin, entre guillemets, de plus de parité, et ce que je comprends aussi. Mais c'est vrai que c'était... Alors la parité, c'est un moment d'évolution aussi, puisque on a commencé à parler, tu vois, on parle de parité dans nos ordres, puisqu'aujourd'hui, quand on vient pour être membre du Conseil de l'ordre, il faut être un homme et une femme. Ouais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Donc tout ça, Complètement. évidemment, ce sont des systèmes qui... Mais aussi, il y a des systèmes qui peuvent dévoyer aussi tout ça. Tu vois, du style à dire, ah non, vous êtes un homme, je préfère une femme. Ouais. C'est sûr que... Mais peut-être qu'on l'aura plus, ça, bientôt. Bientôt, ouais, voilà. Quel est le bientôt? Et quand tu vois que nous, on parle de ça avec tous nos enjeux, et quand on voit ce que raconte Rana Habibi, avocate afghane, mais non, mais tu te rends compte, mais dans quel monde? La planète. Quand tu lis ça dans le sens sur le plan planétaire, oh, mon Dieu. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Tu vois? Mais c'est aussi nous qui devons... On a la chance d'être nés en France, quelque part, même si on connaît toutes les difficultés qu'on rencontre. Ouais. Mais moi, je ne suis pas en train de fuir mon pays, là, parce que je ne peux plus défendre les femmes et les enfants violentés, etc. Mais tu te rends compte, enfin. Et quand je voyais Rana, qui a 45 ans, elle est magnifique, elle était à côté de moi, là, avec ses jolis yeux. Tu vois, je dis ça parce qu'elle est tellement éclairante et éclairée. Et je lui dis, mais Rana, mais comment tu vis? Enfin, j'étais toute petite à côté d'elle en me disant, mais t'es partie de ton pays, t'as fui, tes enfants, ton mari qui est médecin. Les deux gosses qui étaient là, très tristes, très tristes. J'imagine, ouais. Tu te dis, mais... On a de la chance d'être né en France et quand même. on s'en rend compte quand on peut voyager. On a la chance de pouvoir voyager ou juste qu'on est un petit peu curieux de ce qui se passe Je pense que ailleurs. voyager, c'est une notion importante. Tu vois, moi, je veux vraiment... tu vois, les vacances pour les confrères, mais qu'est-ce que c'est important pour qu'ils se reposent, d'une part, et qu'ils aillent voir ailleurs aussi. Parce qu'on se nourrit d'ailleurs. Tu vois, on se nourrit de la culture aussi pour pouvoir plaider. On se nourrit des choses que l'on rencontre. On se nourrit des peuples opprimés. On se nourrit... Voilà, tu vois, c'est vraiment important ça, se nourrir, qu'on fasse de notre miel tout ce que l'on rencontre. Tu parles souvent de miel. Pourquoi le miel? Parce que le miel, c'est doux, Ouais. parce que c'est sucré, parce que c'est bon, parce que il faut
que ça adoucit la gorge, parce que, tu vois, enfin, je sais pas. Mais tu vois, ce mot miel, il revient souvent là, actuellement, dans ma vie. Faisons de tout ce que nous vivons un miel. Ouais, tu vois, je pense qu'il faut vraiment... arrêtons d'être toujours dans l'opposition pour être dans l'opposition. Essayons aussi de construire. J'aime beaucoup ça, tu vois. C'est bien, les manifestations, je suis complètement engagée. Tu vois, la manifestation des avocats pour leur retraite, pour leurs droits, tu vois. Ils ont si difficilement gagné. Mais quel moment, mais de liesse, d'engagement total de ces avocats. Toute la profession est sortie. Alors que nous, on n'était pas le genre à sortir. Il y a des cabinets qui ont plus pu... Des jeunes cabinets, hein, pas les cabinets les plus solides, mais ceux qui faisaient du judiciaire et qui étaient tellement en grève qui rentraient plus un sou. Mais tu te rends compte pour ce que leur engagement a été fort, là. Et ça, vraiment, je leur dois vraiment tout pour ces confrères. Vraiment. Et la reconnaissance du barreau, de la profession, et puis vraiment de se dire, voilà, vous n'avez pas fait ça pour rien, on continuera. Alors, j'espère pas sur une grève, parce que je veux pas qu'ils souffrent, mes confrères. Mais en tous les cas, de lutter, lobbying, bien s'organiser là-dessus. Et j'attends la retraite, là. Je l'attends, là, l'histoire de la retraite qui va ressortir. Donc là, on est en train de travailler en amont pour pouvoir réagir au moment où, tu vois, on ne soit pas dépourvu. Très important pour moi, d'intuiter, de penser. Prévoir. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? J'ai la foi. Alors, tu vois, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a confessionnal. J'ai la foi. Je crois en ce que je fais, je crois en ce que je défends. C'est ça qui m'anime. Et puis, j'en crois en ce que je vois. Mes confrères, mais je les trouve... mais c'est des êtres assez exceptionnels. Et de rencontrer des êtres exceptionnels, ça te rend meilleur. Complètement. Tu vois, ce qui m'anime, c'est défendre ce qui serait entendu aussi, c'est-à-dire d'être convaincu et d'avoir des convictions. Et pas que de l'intime conviction, défendre la conviction, tu vois. Des fois, l'intime conviction, souvent on le voit quand tu es aux assises, on ne vous demandera pas comment vous êtes... vous avez jugé, vous faites en fonction de votre intime conviction. L'intime conviction, ça, c'est une notion dangereuse pour moi. Parce que il faut expliquer aussi, tu vois, il faut argumenter, il ne faut pas se tromper. Ce qui m'anime, c'est ne pas me tromper. Là, dans mon cabinet de bâtonnière, ce qui me rendrait très triste, c'est si je me trompais sur la situation qui m'est donnée d'arbitrer. Je veux donner aussi du temps, tu vois, de toutes ces choses-là qu'on perd. On perd un peu de tout ça quand on vit à 100 à l'heure. Et quand tu te poses et quand tu te poses avec tes confrères, il faut leur donner du temps. Voilà. C'est pour ça que ces 2 années, je les donne qu'à mon barreau. Voilà ce qui m'anime. Quel conseil tu auras donné aux personnes qui nous écoutent et des conseils pour j'ai envie de dire celles et ceux qui ont un projet et qui ont envie d'entreprendre. Et pour moi, entreprendre n'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat, start-up, etc. C'est vraiment, pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre, je le dis souvent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil à ces gens-là ? Je leur dirais que c'est possible et que surtout, ils se limitent en rien dans leur engagement, d'envie, d'aller chercher. Aujourd'hui, on a une capacité aujourd'hui à répondre à l'information que nous n'avions pas, ne serait-ce que dans ma jeunesse à moi, tu vois. Moi, j'ai connu le dictionnaire, j'ai connu tout ça. Toi, tu n'as pas connu ça. On va se dire, elle est vieille, la bâtonnière. Non. Mais tu vois, j'ai connu tout ça et aujourd'hui, on peut accéder à l'info, on peut accéder
J'adore que les cabinets d'avocats ouvrent leur cabinet aux stagiaires. Ouais. J'adore ça. J'adore que cette maison soit ouverte à tous ceux qui veulent venir. Mhm. Je pense que ne bridez pas vos aspirations. Mhm. Tout est possible. Ouais. Et si vous êtes dans l'envie, si vous êtes dans la conviction de Mhm. ce que vous êtes vous, ben allez-y, foncez. Voilà, je leur dirai ça à mes confrères, et puis pas qu'à mes confrères, à tout le monde. Mm. Moi, je vais recevoir des femmes là qui... Pourquoi des femmes? Parce que les femmes, elles viennent parce que je suis une femme. Tiens, voilà. Tu sais, on vient me dire des choses parce que je suis une femme. Ouais. Mais tant mieux. Mais pas que des femmes. Mhm. Même des Ok. confrères, ils viennent me Ouais. dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire si j'étais pas une femme. Mhm. Mais c'est incroyable ça. Ça c'est voilà. Le mercredi, mon bureau est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut venir tous les mercredis Ok. sans rendez-vous, mais Ouais. qui que ce soit. Mhm. Et ce que je veux dire, c'est taper aux portes, aller rencontrer ceux qui peuvent vous apporter ce qui vous permettra de réfléchir, Mhm. et ne vous bridez de rien. Mhm. Je trouve que on est quand on a des envies, et quand elles viennent de loin, et quand elles se sont mûries, et quand elles ont accédé à un certain niveau de maturation, Mhm. eh bien le passage à l'acte, nous, tu sais, les avocats, ils disent passage à l'acte, la notion de passage à l'acte. Oui, allez, hop, tu passes à l'acte, mais dans le bon sens du terme, Ouais. et tu fais de ta vie ce que tu es. Ça va, je vais être avocat pas parce que papa et maman sont avocats, non. Tu seras peut-être pas avocat, mais tu seras peut-être technicien, je sais pas quoi, et Mhm. tu vas adorer ça. Mhm. Ou tu seras journaliste parce que tout d'un coup, tu auras rencontré Théo, qui est de la merveille des merveilles, je tiens à le dire publiquement. Donc, en fait, voilà. Et Ouais. je crois que, je pense que ce qui est très intéressant de te dire aussi, Mhm. c'est que par exemple, dans mon expérience à moi professionnelle, j'ai eu des jeunes qui sont venus en stage, il y en a eu qui sont devenus magistrats, Mhm. juristes d'entreprise, PDG, médecins, avocats, Ouais. avocats parlementaires. Mhm. Et tu vois, ce qui est bien, c'est de faire découvrir à tous ces jeunes nos professions, la tienne, la mienne, l'entreprise, Mhm. l'infirmière, le médecin, tu vois. Ouais. Je trouve que si on ouvrait plus, si on communiquait plus, si on était beaucoup plus actif sur le partage, si tu veux, voilà, moi j'ai vu des profils de jeunes, mais qui avaient trouvé leur truc parce qu'ils avaient juste simplement poussé la porte. Ouais. Donc c'est à nous, ceux qui sont installés, on va dire, de laisser nos portes ouvertes. Ouais. Voilà. Et je pense que si tu laisses ta porte ouverte, forcément, il y en a un qui va trouver son miel. C'est Elle est en boucle. Non, mais je fais le lien avec la miel, avec la ruche aussi, avec cette organisation. Je trouve ça intéressant, le miel. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que l'organisation d'une ruche aussi est hyper passionnante. Et, ouais, c'est passionnant, donc, ça voilà, aussi. donc, Bon, je ne me prétends pas reine. ouais. Loin de là. Hein. Bien vu, bien vu. Est-ce qu'il y a... Alors, clairement, on pourrait encore parler pendant des heures. Ça fait 1h20 qu'on est en train d'échanger tous les deux. C'est trop court. Mais t'as dit quoi, c'est trop court. Ouais, c'est trop court, effectivement. Mais bon, je me dis quand même, toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu dis ça pourrait être sympa d'en parler? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Je trouve que tu abordes quand même pas mal de choses. Hein. Tu es fine mouche. J'essaye. J'aime beaucoup. La jeunesse est pour moi un clignotant très phare, tu vois. Et notamment, alors si je le colle à ma profession, les étudiants. L'université. Ouais. Je voudrais dire que j'ai adoré comment l'université m'a formée dans les grands principes, dans cette vision des choses, dans ce qui font que tu as tout d'un coup une idée générale
du métier que tu vas faire ou que tu vas... Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, dans ce parcours universitaire, on a besoin d'aspects plus concrets, tu vois. Et je voudrais qu'on puisse communiquer la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie d'un homme ou d'une femme? Il y a sa vie affective. Ça, je pense que c'est là, c'est plus, évidemment. Et sa vie avec ses enfants, l'amour avec sa femme ou son mari, ou l'homme ou la femme et la femme. Et on a compris l'idée. tu vois, la bâtonnière, ça y est, merci Théo, on a compris, pas délirer là-dessus. Et ce qui est très important, c'est trouver sa place. Ouais. Et je discute beaucoup avec la jeunesse. Et à l'université, ils n'ont pas encore trouvé leur place. Mais ça va maturer. Et je voudrais vraiment, tu vois, je travaille sur l'UE de professionnalisation dans les universités, c'est-à-dire aller à leur rencontre et dire, voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans un cabinet ? Et j'aimerais que les entreprises, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais l'audit ? J'ai un conseil de direction. Comment je le gère ? Moi, je suis expert comptable. Alors, je vais t'expliquer ma vie. Moi, je suis toubib. Alors, je vais t'expliquer. Voilà, comment je parle quand je dois annoncer une grave opération du cœur. Ou comment je vais annoncer la fin de vie d'un patient. Tu vois, et je trouve que on aurait beaucoup à faire encore pour que on puisse mieux communiquer entre nous tous. Et qu'on accède à l'un à l'autre comme ça. Quand tu es installé dans ta vie, ce qui est important, c'est surtout donner le bâton, tu vois, le transmettre. Et je trouve que ça, pour moi, c'est ça dont je voudrais te parler, en fait. Si j'avais à résumer aujourd'hui, communiquer, ouvrir nos portes, aller de l'avant, aller au contact, ne pas avoir peur... ne pas avoir peur de se mettre en danger et puis surtout communiquer vachement sur nos vies, mon expérience, qu'est-ce que je peux t'apporter à toi, tu vois, c'est un peu ça que je voudrais te dire. J'ai un peu cette notion-là, faire pour les autres qui sont jeunes. Ça me fait penser pour le coup à Joël Dupuche que j'avais reçu dans l'épisode 16 qui disait transmettre pour moi c'est être. Je trouvais ça assez joli. Être et être habité. Ouais. Être et être habité, tu vois, c'est ça. Et je pense que ça, c'est vachement bien et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse nous aujourd'hui à 54 ans. Je peux peut-être, si pendant mes 2 ans, là, j'arrive à transmettre, essayer de créer ma crèche au barreau de Bordeaux. Et tu vois, non mais c'est des choses terriblement importantes. Et puis, raisonner toujours en termes d'évolution. Ne pas se sentir soi-même... maître de toutes les pensées parce que c'est pas vrai et surtout aller de l'avant et communiquer. Je pense qu'on a vraiment besoin de communiquer et de parler ensemble. Alors j'ai ri sur le moment où tu as dit crèche, mais effectivement vous voulez vraiment mettre en place une crèche, enfin tu veux vraiment mettre en place une crèche au sein du barreau pour... Oui, parce qu'à Marseille ils viennent de la mettre en place, je veux l'initier, là je vais sortir une petite plateforme pour discuter avec mes confrères et consoeurs pour voir quels sont leurs besoins, travailler en fonction de leurs besoins. Ben oui, parce que, tu sais, souvent on dit « Ah, moi, je veux pas faire une profession libérale ou indépendante parce que j'ai pas l'assurance du salaire, etc., etc. » Tu sais, moi, j'avais tellement peur de ne pas gagner ma vie. Mais quand je te dis ça, en avoir des cauchemars la nuit. En me disant, oh là là, est-ce que je vais gagner assez pour pouvoir faire vivre la famille, etc. Parce que, voilà. Et en fait, cette peur, elle m'a passé avec le temps. Je pense qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Il faut vraiment entreprendre et être dans cette dynamique où les femmes, les hommes, les jeunes sont en capacité vraiment de créer des choses formidables. Tu vois, je vois les start-up, ça m'intéresse beaucoup. Comment
un jeune part avec sa start-up, il va lever des fonds, il a pas peur, lui, de commencer à compter les zéros. Ouais. Bon, tu vois, et c'est formidable parce que c'est créativité, engagement, entrepreneuriat, et on y va, quoi. Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire. Tout est possible. De dire aussi que à tous... Moi, je vois des profils, mais incroyables. Hein. Je vois des gens qui sont salariés, ouvriers, qui sont merveilleux de profils intéressants, tu vois. Voilà, l'être humain a des ressources et il faut que ces ressources soient exploitées par eux-mêmes, par l'être humain et par les autres. Ouais. Donc, parfois, on les aide à effectivement les exploiter et les découvrir complètement. Christine, merci beaucoup. Merci Théo. Merci J'étais infiniment. trop contente de ce moment avec toi. Ouais. Tu vois, je me suis posée, pu discutailler, Ouais. parler, parlementer. Et tu vois, quand on se pose aussi, il faut aussi se poser. C'est important aussi de pouvoir raisonner. Et merci beaucoup de ton écoute et de tout ce que tu apportes aussi dans l'entretien. Merci à toi. Ton partage est très précieux. Merci à toi. Beaucoup. À très vite. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Quel épisode! C'est un sujet que je ne connaissais absolument pas et j'ai pris un immense plaisir à découvrir le métier au travers de la bâtonnière. J'espère que vous avez également appris plein de choses dans cet épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, je vous invite à découvrir les plus de 70 autres épisodes. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite. Ciao.